Oui, merci tout d'abord pour ces 3 communications qui étaient fascinantes. J'aurais une petite question par rapport à l'utilisation par les jeunes et par les auteurs amateurs ou professionnels, des ressources électroniques. J'imagine qu'en tant qu'écriture, on pourrait aussi considérer l'utilisation de blogs, l'utilisation de téléphones portables, et également face à la fermeture, je dirais, de certaines maisons de publication, le retour, l'utilisation de l'Internet comme moyen de diffuser ses propres écrits. Je n'ai pas d'exemple particulier à citer. Voilà, donc c'était ma question de manière très confuse à Serena, à Chicago. Oui. En tout cas, dans mon terrain, effectivement, c'est une faiblesse, je reconnais, de mon travail. Non, c'était moi, parce que c'était très important et je me suis mise dans l'investigation. Mais comme c'était tellement vaste, par exemple, je sais qu'avec SMS, il y a énormément de création linguistique qui vient finalement de la banlieue et qui influence dans certains usages de la langue française. Et que l'existence des blogs a vraiment démocratisé d'une certaine manière les pratiques d'écriture. Mais dans le cas de mon travail, donc c'est vrai que ça existe et c'est un thème auquel je dois travailler si je continue dans ce terrain, mais je me suis limitée en fait mon travail aux pratiques d'expression qui s'adressent aux autres. Alors évidemment le blog, c'est vrai, mais voilà, donc malheureusement je n'ai pas vraiment d'éléments, mais je suis consciente de l'importance de ça. Pour le collectif Qui fait la France, ils ont commencé avec un site internet qui s'appelait je ne le marque pas parce qu'il est plus en ligne. Il est plus en ligne. En fait, il s'appelait www.quifaitlalafrance.com. Et c'est là qu'ils ont mis le manifeste littéraire qui précède le recueil de nouvelles, la préface. Et c'est là qu'ils ont commencé à développer leur activité, l'association, le projet de l'association, parce qu'en fait, tous les revenus du livre étaient pour l'association et pour les territoires qui soulignait urbain, mais ruraux. Mais j'ai interviewé Razan pour lui poser des questions, voilà, il m'a dit qu'il n'avait plus d'argent, en fait, parce que l'association n'a pas marché, et donc le site a été fermé. Donc une bonne partie de l'activité du collectif était sur le site, sur des questions sociologiques, contemporaines, et sur d'autres questions, et voilà, il ne marche pas. Voilà. Mais par exemple, Rachid Santaki, qu'on a rencontré cet été, lui, il travaille beaucoup, il a un blog personnel, et il travaille beaucoup avec Facebook et Twitter, parce que lui, il est dynamique, il utilise ses voix pour faire entendre sa voix à côté des maisons d'édition et tout ça. D'autant plus qu'il a une jeune journaliste. Donc si tu veux, en fait, une pratique d'écriture qui... Oui, là, oui, tout à fait. Mabrok Rachidi aussi, mais... Oui, Mabrok Rachidi aussi. Karim Amelal, lui, il est maître de conférence à Sciences Po. Il a un blog qui tient. Et, donc, certains sont dynamiques, Faizagen aussi, et d'autres un peu moins. Mais Rachid Santaki, lui, parce que son passé, comme Isabelle disait, il était journaliste de revue Five Styles. Voilà. Et là, il vient de sortir un nouvel numéro. Juste une petite parenthèse, pardon, pour rebondir sur ce que tu disais précédemment, pour la pratique du récit de soi, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au niveau de l'édition, en fait, il y a assez peu de récits de vie, il y a aussi une... Voilà. Et donc c'est pour ça qu'effectivement les supports numériques sont essentiels, à la fois parce qu'il y a un refus, enfin, c'est un peu... un cliché ce que je dis, mais c'est ce que tu disais aussi, hein,
accéder à l'édition déjà est compliqué. Et lorsqu'on y accède, on se rend compte qu'il y a des stratégies éditoriales qui sont pernicieuses parce qu'on met en place des collections de témoignages, mais qui basculent très vite dans le sordide. Donc on a, voilà, donc là on n'est plus dans le domaine littéraire, mais il y a une exploitation du récit de soi avec des déviances. Et je veux dire aussi, oui, par rapport au récit de soi, on voit l'exploitation qu'on a fait Pierre Rosan-Vallon, avec la mise en place non seulement d'un outil Facebook et du Parlement des œuvres libres sur la toile essentiellement, parce que la collection est un alibi, il y a très peu de titres, ce sur quoi il insiste, c'est vraiment la mise en ligne de récits, voilà, donc c'est essentiel, le support numérique est essentiel. Merci. D'accord, donc Bettina. Oui, moi, bon, et pareil, je voulais remercier pour cette présentation qui était très intéressante. Je ne sais pas si c'est le moment des questions que j'ai ou une réaction, bah, je ne sais pas. Et, par exemple, l'exposé d'Essai Lacelle sur la politique qui fait la France, ça m'a fait me poser la question où est vraiment la littérature des banlieues, dans le sens que plusieurs de ces écrivains de ces collectifs, justement, ils s'écrivent malheureusement de leur côté des bourgeois, parce qu'ils sont plus des jeunes des banlieues, et comme on vous a cité tout à l'heure avec Karim Amédal, il est maître des conférences à Sciences Po. Quand il a écrit son roman, il avait déjà fait ses études à Sciences Po. Et pareil, je pense d'autres membres des collectifs aussi, ils ont fait des grandes études, c'est quand même des gens qui sont bien placés dans le milieu universitaire. Et aussi, ce qui est intéressant par exemple par rapport à ces collectifs, la diffusion finalement qu'il y a eu ces écritures, qui malheureusement a été très faible, sauf certains écrivains comme Faisal qui ont été traduits en plus et tout ça. Donc voilà, juste une question par rapport à ça. Et sinon aussi par rapport au lien entre l'écriture et la banlieue, justement le fait que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'écriture en France est une fonction très importante, peut-être comme nulle part ailleurs dans le monde. Et aussi la littérature, il y a cet ouvrage très important qui s'appelle Les pays de la littérature, comme la France, comme les pays de la littérature, où justement, les Pierre Lepage, où justement, quelque chose qui reste encore en France, à faire toujours cette distinction entre, comme l'avait présenté, entre l'oralité et l'écriture. Et donc, ce qui vient de l'oralité n'a aucune place, n'a aucune importance, et il est beaucoup plus faible que ce qui vient de l'écriture. Quand, comme vous l'avez bien traduit, beaucoup de formes de l'oralité viennent finalement de l'écriture. Il y a un lien très très grand. Donc, quelque chose aussi qui m'a fait réagir. Pourquoi, tout à l'heure, vous avez distingué, par exemple, l'écriture des ateliers de rap et d'islam et l'écriture littéraire. Peut-être c'est aussi la même chose. Oui, parce que c'est un peu, je pense que c'est un peu tombé dans ces mêmes pièges, je ne sais pas si c'est piège, mais dans ces mêmes distinctions qu'il fait. Oui, tout à fait. Qui font ici en France entre tout ce qui est oral et ce qui est écrit sur support papier. D'accord, mais donc peut-être c'était un peu maladroit de ma part, effectivement, mais c'était justement que cette distinction, c'était. Mais vous avez raison. Mais pour ma part, c'était justement parce que l'écriture littéraire est évident. C'est évident que c'est de l'écrit. Alors que dans les pratiques du rap, c'était pas évident. Donc voilà, des pratiques insérées, voilà, c'est cette dimension que je vais mettre en place, mettre en avant. Mais je comprends, vous avez raison. Juste, voilà, c'est pas évident pour le français, pour la France. Oui. La conception française de la littérature. Et justement, ça m'intéressait parce que vous avez cité aussi le film Esquive. Oui, mais en avant une oralité, mais c'est très intéressant parce qu'il y a en avant une oralité culte aussi, qui existe dans la littérature française, c'est le théâtre. Et que malheureusement, les Français ils ont du mal à les voir comme oralité. Ils voient comment le théâtre, les grands théâtres, c'est considéré de l'écriture, c'est de l'oralité. Et surtout la littérature française aussi était fondée dans l'oralité. Les troubadours, bon voilà, donc c'est quelque chose que malheureusement en France, c'est tellement oublié que voilà. Peut-être je suis devenue trop française. Mais vous avez raison, oui, je suis d'accord avec vous. Oui, c'est vrai cette approche, et puis je réponds à votre question, parce qu'en Italie, les textes de chansons des années 60, 70, je pense à Luigi Tenco, je pense à De André, je pense à des chanteurs, ce sont considérés comme des textes de littérature, plutôt que des textes de chansons. Voilà, donc c'est une valeur littéraire même Boris Vian peut considérer ça.
la littérature que les c'est une approche franco-française. C'est parce qu'en fait, peut-être qu'il faut... C'est une approche postcoloniale, parce qu'on est vraiment dans la continuation de cette distinction, en fait, l'oralité et l'écriture. Dans la colonisation de l'Afrique, les pays colonisateurs apportent la culture et l'écriture, et en fait, la mission civilisatrice a pour but de répandre cette forme de culture en considérant que la culture en place, qui est essentiellement orale, n'existe pas, parce que ce n'est pas une culture écrite. Et je crois que finalement, c'est une prolongation de ça, où en fait, on a dans la banlieue, pas uniquement, mais quand même pour une part importante, les descendants de ces anciens colonisés qui, en fait, remplissent toujours cette fonction de coloniser et barbare, comme vous avez souligné dans vos communications. Et c'est aussi une perspective disciplinaire dans la mesure où on perçoit non pas l'écriture mais l'écrit. Je crois que dès lors qu'on se place dans une perspective de pratique, alors beaucoup de frontières tombent et l'écriture n'a plus le même sens en fait. C'est vrai. Dans la mesure où l'objectif n'est pas de prendre en compte le résultat écrit, mais la pratique. Oui, c'est vrai. On a fait une autre question et peut-être qu'on peut faire un tour de salle avec des questions, des commentaires et peut-être on pourrait amener ça vers un débat. Donc en fait, si je vous force à poser des questions rapides et après on va faire un tour de réponses rapides. Non, c'est juste une petite question toute naïve. C'était par rapport dans la conclusion que vous avez soulevé le fait qu'il puisse y avoir une ligne de démarcation entre vous et eux. Est-ce que, je renverse la question, est-ce que dans le prisme de la forme littéraire et aussi du fond, des thématiques abordées, est-ce qu'il y a cette ligne de démarcation qui peut se mettre dans les formes d'écriture dans les formes d'écriture de l'écriture de banlieue, est-ce qu'il y a une ligne de démarcation qui pourrait naître par rapport à une certaine façon de l'écrire et une certaine forme de thématique abordée qui pourrait mettre à distance Je comprends. Je pense que c'est plus peut-être comme le travail qui fait la France, par exemple. C'est... Ah, excusez-moi, mais il faut entendre toutes les questions avant de répondre. Oui, c'était ça. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Oui. C'est une question, mais je pense je pense qu'effectivement c'est dans ce domaine peut-être littéraire que cette question doit être analysée. Mais je pense que, à mon sens, je ne suis pas littéraire, mais je pense qu'il est peut-être un peu prématuré de dire si cette effervescence d'écriture littéraire en banlieue arrive à vraiment forger. Moi, je pense qu'il y a quand même en termes d'identitaire, il y a vraiment quelque chose de très intéressant, mais quand même c'est à voir dans la durée. Et donc, pour le moment, c'est une question très intéressante, mais à laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment. Mais c'est important. Personnellement, pour répondre à votre question, la question de bourgeois, moi personnellement j'entends littérature de banlieue pour des romans qui se déroulent, l'action narrative se déroule en banlieue et dont les auteurs connaissent, c'est-à-dire ils ont vécu là-bas. Donc puis après, si Karim Amelal il a fait des études à Sciences Po, je veux dire, il peut très bien écrire parce qu'il a vécu son enfance et son adolescence en banlieue, dans les quartiers sensibles qu'il connaît par le passé de ses parents, tout ça. Voilà, puis si elle a fait des études à Sciences Po... Et peut-être aussi, si on veut aller contre les clichés, je crois qu'il faut multiplier les prises de parole et les voix diverses s'expriment, parce que c'est aussi ça. Et c'est peut-être ces voix qui s'expriment et qui peut-être ne s'expriment plus de la banlieue, mais qui ont tout de même vécu la banlieue, sont un détour pour aller vers la banlieue. Donc, voilà, ma question c'était pas pour critiquer bien, il a fait Sciences Po, mais juste c'était une réflexion par rapport à la authenticité finalement de cette langue, dans le sens,
que par exemple dans les premiers romans de Faisalène, il n'y a pas de doute. Elle avait 18 ans, elle écrivait son premier roman, elle était là en banlieue, elle écrivait. Donc là, ce que je dis, que peut-être dans certains de ces écrivains-là, ils ont écrit ces romans-là en tant déjà qu'adultes, avec un certain écart par rapport à leur vécu, et une certaine processus, je ne sais pas si c'est les mots purification, mais quelque chose qui s'est passé dans le langage de tous les jours. Donc ils écrivent avec une langue que peut-être qu'ils n'utilisent plus elles-mêmes dans la vie de tous les jours. Donc comme il y a une espèce de transposition, c'est ça. C'était juste une réflexion par rapport je ne parle pas d'une question de valeur, mais sinon, voilà, c'est une littérature qui vient de la banlieue sur le moment même. Et voilà, pas que et à ce moment-là, est-ce qu'il ne faut pas aussi accepter que l'écrivain échappe à la banlieue et accède à la littérature, quoi? Oui, aussi, non, mais c'est intéressant, c'est la réflexion. Donc justement, j'avais envie de rebondir là-dessus parce que c'est un peu la question que j'aurais voulu poser à vous tous, et c'est aussi une question qui émerge un peu des débats des 2 jours, parce qu'on s'approche un peu quand même de la fin maintenant. Donc en fait, je me demande, et je vous demande aussi, si en fait la littérature de banlieue est uniquement intéressante en tant que littérature de témoignage. Est-ce que ça doit être, ou est-ce que c'est d'ailleurs une littérature de témoignage, en sachant que tout travail de fiction est en fait une mise en fiction peut-être d'une expérience vécue. Et est-ce qu'un témoignage n'est pas aussi peut-être une forme de fiction, tu vois? Oui, certainement. Et je crois que même, donc par exemple, si on prend les romans d'heures qui sont quand même relativement proches, par exemple, le débat autour du travail de Paul Smaïl, qui était un faux, je trouvais que je reconnaissais pas mal de thématiques qui étaient bien exprimées, parce que quelque part, c'était bien écrit. Après, ça a été aussi cité comme un réceptacle de tous les clichés, mais en fait, finalement, les clichés font peut-être aussi partie de l'expérience, et je crois que les clichés sont tellement ancrés maintenant qu'on doit toujours réagir aux clichés, soit en les adoptant, en les subvertissant, ou en essayant de développer des contre-clichés. Donc en fait, il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter. Et aussi, par exemple, le langage qui était, en fait, la question portait aussi sur le langage. Donc est-ce qu'il faut que l'auteur utilise un langage de banlieue dans le texte du narrateur, dans le texte et dans les dialogues, ou du tout, pour qu'on reconnaisse ça comme être un récit qui vient de la banlieue. Mais je pense que l'important, c'est quand même aussi c'est une question moi aussi, de ce que c'est la littérature de la banlieue. Par exemple, hier, on a parlé, évidemment, on parle ici principalement des auteurs qui sont, de la génération Beurre, ou bien de génération qui émerge un peu avant les émeutes, après. Mais, par exemple, hier, quelqu'un a parlé de Thierry Jonquet, quelques auteurs de romans policiers, comme Didier Deninx, qui écrit souvent sur la banlieue. Est-ce que c'est pas un auteur de la littérature de banlieue? Moi, je considère personnellement que le problème, c'est pas si la littérature de banlieue est... c'est une question très importante, mais c'est aussi une question de définition, parce que je pense que c'est une lutte un peu symbolique qui se passe, parce que les auteurs peuvent avoir plusieurs étiquettes, et évidemment certains ne veulent pas être étiquetés comme auteurs dits de banlieue, parce qu'il y a une connotation négative, mais ça ne les empêche pas de se nourrir de ce qui se passe en banlieue. Moi, ce qui m'a frappé, c'est juste une anecdote, mais quand Qui fait la France a publié cette manifeste, au même temps, il y avait une autre manifeste littéraire, c'était la littérature monde. Et quand tu veux regarder les listes des écrivains, c'était quand même incroyable. Dans la liste des littératures monde, bon, il y a des écrivains, comment dire, je ne sais pas comment dire, issus de... Il y a des écrivains entiers très reconnus, je ne sais pas si Patrick Schmazo était là, mais Marie Sconder, les écrivains, ou bien même Tahar Benjelloun, donc il y a ça, et ces gens-là ne sont jamais considérés comme littérature d'immigration, ou bien... et du côté... Ils sont considérés comme littérature francophone, et c'est également combattu comme étiquette, parce que la littérature francophone devrait inclure la littérature française, mais en fait, c'est souvent cité comme une autre littérature en français, donc en fait, c'est aussi une lutte de décolonisation comme
comme la littérature de banlieue. Voilà, donc je pense que l'important c'est ne pas délimiter finalement des définitions, mais considérer comme un champ de lutte où plusieurs écrivains essayent de lutter pour avoir une légitimité. Non, en tout cas, personnellement, je pense que... Une autre idée qui m'est venue en vous écoutant, c'est en fait le caractère jeune, ou en fait l'adjectif jeune de l'auteur. Donc est-ce que l'auteur doit être non seulement de banlieue, mais aussi jeune pour qu'on l'écoute? Et qu'est-ce qui va se passer quand la génération de Mahmoud Rachedi va passer à la quarantaine, voire la cinquantaine, il sera plus intéressant en tant qu'écrivain, puisqu'il y aura toujours des... Forcément, regarde l'évolution du rap où tu as les premières générations qui... il a presque 40 ans. Oui, mais puis, comme tu disais, les éditions Savarkand qui continuent chaque année à publier des romans qui se passent en banlieue, donc la narration en banlieue, avec, je pense à Insa Saleh qui a continué ses romans dans les années 2008, 2009, 2010. Je crois que Rachid Sankaki pour en sortir un tous les ans. Voilà, donc je pense que cette libération a déclenché avec des émeutes, mais elle continue. Comme tu disais, comme espace de lutte. Oui, exactement. Donc je me demande aussi, donc je me rappelle, en fait j'ai eu une conversation avec des gens de la mairie de Saint-Denis qui ont dit que en fait pour eux quelqu'un de jeune, donc en fait la définition municipale du jeune, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à se prendre en charge et qu'il faut aider. Et donc tant qu'on n'arrive pas à se prendre en charge, on reste jeune, et même si c'est à 45 ans, on est toujours des jeunes. Donc en fait les jeunes de banlieue c'est tout ça. Donc en fait je me demande si quand on insiste sur le fait que les auteurs sont jeunes, certainement parce qu'on veut qu'ils soient des voix légitimes et donc des représentatifs de la banlieue. Et là c'est aussi un problème qui fait la France. Est-ce qu'on représente vraiment quelqu'un? Est-ce qu'on est vraiment la voix des autres? Est-ce qu'on n'est pas surtout sa propre voix quand on écrit? Et est-ce que écrire, ce n'est pas justement de trouver sa voix? Et en fait, quand on renvoie ces gens, ces auteurs à la jeunesse, à leur jeunesse, c'est peut-être aussi une infantilisation comme en fait celui qui est jeune, l'enfant c'est celui qui ne parle pas, qui n'a pas de parole et qui est aussi un peu comme le colonisé, qui n'a pas de voix écrite. Immature. Et donc aussi il faut les chaperonner un petit peu vers la littérature et les accompagner avec des parenthèses et les mettre en cohésion. Je vais encore moi, ce qui me semble intéressant, c'est justement comment ça soulève la question de la catégorisation, mettre une catégorie des écritures. Comme la question du témoignage, par exemple. Aujourd'hui, vous avez cité par exemple Nino Blackman, que je respecte beaucoup et que j'aime beaucoup personnellement, mais c'est quelqu'un qui, par exemple, il rentre dans cette catégorie-là, et moi-même, ça m'est arrivé de voir hier sur des romans de banlieue qui lui-même il me dit attention, ça c'est des romans de témoignage, ça c'est des romans de beurre, voilà. Pourquoi on ne peut pas parler de littérature française tout court? Et donc, pourquoi quand on cite Thierry Jonquet et La vie de ta mère, et voilà, on parle de littérature française et pourtant c'est un narrateur jeune qui écrit avec un langage de banlieue, et voilà, pourquoi lui, son livre, ces livres-là, je ne parle pas des livres, ce livre-là, il est considéré la littérature française. Celui de Karim Amelal, non. Et pourtant, lui, il écrit à 26, 27 ans, avec un narrateur jeune de 18, qui passe une expérience en prison, donc c'est-à-dire purement dans la fiction. Pourquoi toujours cette catégorie-là? Et voilà. Donc je pense que c'est plutôt le problème de la réception. Aussi. Oui, mais parfois, il y a une réception, par exemple, comme Falsagen. Actuellement, on ne peut pas nier la réception qu'il y a sur ces romans. Pourtant, c'est toujours considéré. Et roman de témoignage, écriture de banlieue. Et donc là, j'ai travaillé dans une vingtaine de langues. Je crois que certaines postures d'écrivains encouragent certaines réceptions parce que, par exemple, Mamadou Don, qui n'a malheureusement pas pu venir hier, en fait, il n'est jamais mis dans la catégorie jeune de banlieue, alors qu'il est de Nancy, il y vit toujours et en fait, il a écrit un roman sur ça, mais il a écrit d'autres romans qui n'ont rien à voir avec la banlieue. Il a assez bien géré sa carrière d'écrivain en passant d'un éditeur à l'autre, en essayant d'éviter ou en réussissant assez bien d'éviter ces catégorisations. Je crois que, d'autre part,
c'est un peu malheureusement nous qui construisons nos sujets de chercheurs qui avons besoin de ces catégories, parce que quand vous définissez votre projet de thèse, il faut bien en fait délimiter votre champ d'action et donc sur qui vous voulez travailler. Donc en fait il faut dire que bon, je veux travailler sur des jeunes, mais est-ce que je veux travailler sur celui aussi qui ne sont pas d'origine maghrébine, et donc alors comment, quelle catégorie je peux trouver pour que tous les gens que je veux faire rentrer là-dedans rentrent et que ça soit pas légitime. Donc je crois que nous construisons ces terrains nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il faut savoir les construire pour pouvoir s'en échapper. Partons tous. Okay, donc on pourrait dire que donc restons optimistes, parce qu'on peut toujours défaire les éducations qu'on a construites nous-mêmes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc on peut peut-être se diriger vers le déjeuner. Donc, merci de tous les intervenants et merci aussi à la